coup, rebonjour à tous. Je m'appelle Adam Boistine. Je fais partie du pôle agilité d'ADN. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, on va se retrouver pour une présentation d'une customisation de Confluence pour lesquelles ADN a réalisé une GED. N'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. J'y répondrai sans souci. Donc, on va tout de suite commencer. Cette présentation va se diviser en 6 parties. Donc, tout d'abord, on va y avoir une petite présentation de Confluence. Ensuite, on va définir les différents avantages de Confluence. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le fonctionnement en elle-même de la GED, donc de la customisation qu'Eden on a fait de Confluence pour en faire une GED. Ensuite, on va parler un peu de la validation du produit. On va parler de comment on peut migrer les données d'un ancien système vers Confluence, donc avec une migration automatisée possible. Et enfin, on verra l'offre ADN suivant pour cette GED. Donc, on va commencer sans plus tarder par la petite présentation de Confluence. Avant, je crois que j'ai un sondage à réaliser sur ça, sur est-ce que vous connaissez Confluence. Donc, je vais lancer le sondage. Hop, si vous pouvez y répondre. Ok, j'ai 63% de votants. J'aimerais bien atteindre 70%. Ce serait cool. Ok, ok. Alors je vais partager le sondage avec vous. Hop, comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a 60% de la population d'aujourd'hui qui ne connaît pas encore Confluence, 20% qui connaît et qui est déployé dans leur entreprise, et 20% qui connaissent mais qui n'est pas déployé dans leur entreprise. Donc c'est parfait. Hop. Ok, donc affiche mon écran. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Confluence? Donc Confluence, c'est un outil de collaboration créé par Atlassian qui va rassembler les personnes, les connaissances et les idées dans un espace de travail partagé. Donc afin qu'on puisse tirer le meilleur de son travail possible avec la confiance et l'expertise de son organisation. Confluence, c'est un outil de l'éditeur australien Atlassian, donc qui a également réalisé Jira, Bitbucket et Trello. Donc comme c'est le même éditeur, il est lié nativement à Jira. Donc on va voir qu'on pourra utiliser, enfin avoir ses projets Jira, ces différents tickets Jira qui peuvent se retrouver sur Confluence. Donc, Confluence, il est entièrement configurable par l'utilisateur final. C'est une base de connaissances de type wiki. Donc il est accessible en ligne avec deux versions possibles, donc la version cloud et la version data center. Donc la version serveur n'existe plus depuis le début de cette année. Et Confluence, il possède une marketplace avec des millions de plugins disponibles. Donc un plugin, c'est quelque chose qui va être en plus du fonctionnement basique de Confluence qui va faire ce plus très bien. Donc par exemple, on peut avoir des plugins de checklist, des plugins d'envoi de formulaire, des plugins de sondage, des plugins de training. Et la structure de Confluence, c'est la suivante. Confluence se compose d'espaces et de pages. Un espace, c'est un peu comme un dossier sur Windows. Donc, c'est quelque chose qui va contenir toutes nos pages. Et les pages, c'est différents documents de travail. Donc, par exemple, on peut voir sur la droite ici que à l'intérieur de mon Confluence, j'ai trois espaces. Donc, un espace Dev Team, un espace HR et un espace Marketing. Et qu'à l'intérieur de l'espace HR, j'ai trois pages. Donc, une page d'accueil, une home page et différentes filles à cette page d'accueil. En plus d'avoir une notion d'espace et de page, on a aussi la notion de parenté entre les différentes pages. Donc une page peut être à tout moment une fille d'une autre page ou peut être à tout moment un parent d'une autre page, ce qui va définir notre structure à l'intérieur de notre espace. Donc évidemment, une page, elle est stockée que à l'intérieur d'un seul espace, donc c'est-à-dire que
par exemple, ma page ici à gauche ne peut pas exister à deux endroits différents, mais je peux faire le lien depuis cet espace, par exemple DevTeam, vers ma page en orange ici qui est dans mon espace HR. Les différents avantages de Confluence. Donc Confluence, il est bien parce qu'il permet de créer du contenu de manière intuitive. Donc c'est-à-dire que c'est pas difficile à prendre en main, c'est assez intuitif. Donc l'utilisateur n'est pas perdu lorsqu'il va sur Confluence. Euh, il y a la possibilité d'avoir la collaboration en temps réel. Donc on peut être jusqu'à 12 en même temps sur une page en train de la modifier. Donc, on a une gestion efficace de contenu. Donc, on a tout un système de labeling pour pouvoir rechercher ces pages, le système de parenté pour pouvoir définir une structure qui nous convienne à l'intérieur de différents espaces. On a un système de d'archivage de pages et enfin, il y a une intégration et une personnalisation qui est puissante parce que s'il n'y avait pas une personnalisation puissante, on pourrait pas faire une GED à l'intérieur de Confiance. Donc les différentes possibilités de l'outil. Donc là, on va être sur les possibilités de l'outil qui sont, comment dire, natifs à l'outil, donc qui ne sont que sur Confluence. Donc on va pouvoir gérer des espaces pour classer nos différents documents, donc nos différentes pages. On va retrouver facilement nos documents grâce à la fonction de recherche, qui est assez élaborée. Donc on peut vraiment rechercher, donc par exemple de telle date à telle date, qui a écrit quel document, est-ce que le document est une page, une pièce jointe, vraiment une fonction de recherche assez avancée. On peut mettre sous contrôle les accès en lecture et écriture des documents. Donc, pour faire ça à trois niveaux, donc au niveau global de Confluence, au niveau d'un espace de Confluence et au niveau d'une page de Confluence. Donc on peut travailler à plusieurs en temps réel sur un même document. On peut stocker des documents externes, donc notamment avec l'aide de pièces jointes, donc c'est-à-dire qu'on peut à tout moment attacher une pièce jointe à notre page. Donc ça peut être n'importe quel type de pièce jointe. Et seulement les pièces jointes du pack Office auront une prévisualisation sur Confluence, donc c'est-à-dire qu'on pourra venir prévisualiser notre page, enfin notre pièce attachée directement depuis Confluence. Mais par contre pour des pièces, enfin des pièces jointes je sais pas, par exemple de MATLAB, on sera obligé de les télécharger, on n'aura pas de prévisualisation, évidemment, parce que c'est du MATLAB, du coup, c'est un peu compliqué à prévisualiser sur un système comme Confluence. Et enfin, on a la possibilité d'extraire tout ou une partie des espèces documentaires en PDF ou en Word, mais c'est plus pratique de le faire en PDF parce que la personnalisation est plus poussée que sur du Word. Et donc du coup là on va passer sur les possibilités de l'outil qui ne sont pas natifs à Confluence, donc qui sont soit liés à la customisation qu'on en a fait, soit liés à des plugins en plus. Donc on a la possibilité de gérer automatiquement les versions de documents. On a la possibilité de mettre en place des workflows d'approbation avec une signature électronique qui est conforme au 21 CFR Part 11. On a la possibilité de demander des confirmations de lecture une fois que notre page elle a passé le workflow d'approbation. On peut récupérer automatiquement des informations de ticket Jira et on a une réception des notifications, enfin, on a des notifications automatiques par mail sur les différentes étapes à réaliser dans le workflow. Donc, par exemple, si j'ai une étape à approuver dans mon workflow, je vais recevoir une notification tout d'abord sur Confluence et par mail pour me dire comme quoi j'ai une étape à signer dans Confluence pour euh, pour telle page. Hmm, ok. Alors, je vérifie juste que j'ai pas loupé un sondage, non, tout va bien. Alors, on va rentrer un peu plus dans le cas concret du fonctionnement de la GED. Donc, je vais d'abord présenter sous forme de slide un peu comment ça a fonctionné, sachant que tout ce que je vais dire dans cette partie-là, c'est un exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on peut customiser encore plus ce fonctionnement-là, suivant vraiment votre besoin. Là, ce que je vais présenter, c'est vraiment un exemple de ce qui est réalisable.
Donc tout d'abord, on fonctionne avec trois espaces. Donc on a un espace draft, un espace et un espace publish. Donc l'espace draft, c'est l'espace de travail. Donc c'est un espace qui va nous permettre de créer toutes nos nouvelles pages, qui est accessible par tout le monde, qui est modifiable par tout le monde. Et c'est là où on va lancer le processus d'approbation. Donc c'est là où on va lancer le workflow. Pardon, on va lancer le workflow avec toutes les étapes de signature pour avoir une version publiée. Et cette version publiée, elle va atterrir dans l'espace publish, qui va contenir toutes les pages qui ont été publiées, qui est accessible par tout le monde, mais qui ne laisse aucune possibilité de modifier une page. Donc ce fonctionnement entre l'espace draft et l'espace publish, ça nous permet d'avoir une certaine liberté de modification sur différents documents avec nos utilisateurs, donc de pas trop restreindre l'outil à nos utilisateurs. Et en plus, ça nous permet de bien avoir un système défini, paramétré et non modifiable avec l'espace publish, euh, parce que dans l'espace publish, on peut vraiment rien modifier. Et donc du coup, on a les deux aspects qui se retrouvent à travers ces deux espaces. Donc pour l'espace draft et pour l'espace publish, c'est un peu des espaces miroirs. Donc on peut s'imaginer par exemple avoir un espace R&D draft, un espace R&D publish. On peut très bien s'imaginer avoir un espace SMQ draft, un espace SMQ publish. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant d'espaces draft et publish qu'on le veut. Et enfin, on a l'espace obsolète, donc qui lui, pour l'instant, a toujours été unique sur tous nos projets. Donc c'est l'espace qui va récupérer toutes les pages dont le statut est obsolète. Donc il est accessible seulement par un nombre d'utilisateurs restreint. Donc souvent c'est les admins et la qualité. Et il n'y a aucune possibilité de modification, encore une fois, dans cet espace. Donc c'est là où on va mettre toutes nos pages tous nos documents qui deviennent obsolètes, mais dont on doit garder la trace. Donc les informations qui vont apparaître sur une page, ça va être une nomenclature qui va être automatiquement créée, stockée et requêtable. Donc requêtable via l'outil de recherche de Confluence. On va avoir des labels qui sont automatiquement créés. Donc ces labels, ça peut être par exemple si je crée un document dans mon espace, je sais pas, processus, je vais avoir un label processus qui va automatiquement s'ajouter à ma page. Comme ça, si jamais j'ai besoin de rechercher tous mes processus avec l'outil de recherche, j'ai déjà le label qui est sur ma page, donc cette page-là va sortir lorsque je vais faire une recherche sur mes processus. Donc on a le suivi de publication, donc on peut savoir à tout moment si une page a été publiée une première fois dans l'espace public ou non. Et si, par exemple, si je suis dans mon espace draft et que je suis par exemple en version 1.2 et que dans mon espace public je suis en version 1, je peux savoir que je suis qu'il y a qu'on n'est pas dans la même version. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une nouvelle version à l'intérieur de ce draft. J'ai la possibilité de le voir directement sur ma page à travers un out of 5 qui va s'afficher, qu'on va voir juste après dans la vidéo. Et enfin, je vais avoir l'état de ma page dans mon workflow, qui va apparaître. Donc on a la possibilité d'avoir une structure documentaire qui est personnalisable. Donc par exemple ici on va avoir une page d'accueil et on va avoir une page de rangement comme j'aime les appeler général, puis une page de rangement customer. Et on va pouvoir créer nos pages qu'en dessous de ce que j'appelle le niveau 1. Donc je peux pouvoir créer une page en dessous en tant que fille de ma page générale sans souci. Je vais pouvoir créer une page en tant que fille de ma page customer sans souci. Et je vais pouvoir créer une page fille de la page que j'ai créée en dessous de ma page customer sans souci et indéfiniment jusqu'en bas. Mais par contre, je vais pas pouvoir créer de page au niveau 0. Enfin, l'utilisateur lambda ne pourra pas créer de page au niveau 0. Ce qui nous permet d'avoir une certaine structure documentaire qui est fixe, mais enfin, qui ne peut pas bouger à tout moment à travers n'importe quel utilisateur. Donc, par exemple, on peut dire qu'il n'y a que la qualité et les administrateurs qui peuvent changer, qui peuvent créer ou modifier des pages en dessous, pardon, du niveau 1. Donc, pareil, je peux avoir un deuxième exemple où là, on peut créer à partir du niveau 2 nos différentes pages,
mais on ne pourra pas aller en dessous du niveau 2 pour créer une page. Et donc ça va nous permettre d'avoir une structure documentaire fiable qui ne bouge pas entre guillemets et, euh, et qui est personnalisable. Donc voilà. Ensuite, on a les workflows. Donc le workflow il est entièrement personnalisable. Donc là, j'ai un workflow donc en 5 états. Donc j'ai l'état draft donc qui est l'état où j'ai la possibilité de modifier ma page comme je le veux. Donc que je fais toute modification de ma page dans cet état draft. Donc une fois que je suis content de ma page, on va dire que je vais lancer le processus d'approbation. Donc moi, mon processus d'approbation, il se compose que d'un seul état qui est in review. Donc voilà, donc ça peut être différentes étapes, hein. Donc c'est entièrement personnalisable. Donc on peut s'imaginer, même si c'est un peu long, avoir 10 étapes avant de passer en état published. Donc là, tout mon processus d'approbation, au moins, il fait qu'une seule étape. Donc une fois que j'ai approuvé ma page, elle va se retrouver dans un état publish. Et donc quand elle va être dans un état publish, elle va se publier dans mon espace publish. Donc on va voir un exemple de cycle de vue juste après pour que c'est un peu plus clair. Et enfin, j'ai la possibilité de, euh, de mettre ma page en obsolète. Donc avec ce processus d'obsolescence, donc avec l'état send to obsolète et obsolète. Et dans un workflow, il y a la possibilité de mettre une periodic review. Donc par exemple, on peut s'imaginer que tous les 3 mois, je veux qu'il y ait une review de mon document publié. Donc je peux faire un c'est la flèche ici qui s'appelle expired. Donc je peux mettre un certain timer ici. Donc par exemple, au bout de 3 mois, j'ai automatiquement repassé dans mon état in review. C'est un exemple. Mais il y a la possibilité de le faire. Je crois que pour la vidéo que je vais montrer juste après, moi j'avais mis 10 minutes parce que sinon, si j'attendais 3 mois, la vidéo aurait jamais eu lieu. Donc oui, donc là on va passer sur un exemple de cycle de vie d'une page. Donc on va se retrouver avec nos 3 espaces draft, publish et obsolète. Et on va par exemple s'imaginer qu'on va avoir une page, qu'on va créer une page dans l'espace draft, donc qui va être en V1 et qui sera du coup en état draft. Donc là, je vais pouvoir apporter toutes les modifications que je veux à ma page sans souci. Je suis pas restreint. Et donc, on va dire qu'au bout d'un moment, je suis satisfait de ma page, de mon document et que je vais l'envoyer en processus d'approbation. Donc, du coup, j'ai rentré dans mon état in review. Donc, ma page va passer dans l'état in review. Je vais avoir la personne qui doit approuver cet état qui va venir signer à cette étape-là. Et donc du coup, quand elle va venir signer à cet état-là, on va passer en état published. Et quand je vais passer en état published, ma page qui était dans l'espace draft va aussi se retrouver dans l'espace published. Donc on va y avoir une publication de ma page. Donc je vais avoir une publication de ma page en version 1. Mais si jamais je veux faire une version 2 de ma page, donc si jamais je remodifie ma page dans mon espace draft, donc que je passe en V2, je vais repasser automatiquement en état draft parce que j'ai une notification sur ma page. Mais par contre, la version 1 que j'ai publiée, qui est dans l'espace publish, elle n'a pas bougé. Il n'y a eu aucune modification. Et c'est celle qui a été signée et c'est celle qui reste effective jusqu'à une nouvelle publication de version. Donc par exemple, si là j'ai fait toutes les modifications de ma V2 et que je suis content de ma V2, que je veux republier ma V2, je vais repasser par mon processus d'approbation de comporte une étape, donc une étape in review. Je vais signer à cette étape. Et lorsque je vais signer, donc approuver cette étape-là, ma V2, ma V1 qui était dans l'espace public va se retrouver euh, overwritten par la version 2. Et donc du coup, la version 2 qui maintenant est dans l'état public, c'est elle qui est la version effective dans mon espace public. Mais par contre, à tout moment, je peux retrouver l'historique de ma page. Donc je peux aller voir l'historique de ma page, retrouver les versions antérieures. Donc je peux retrouver la version 1, je peux retrouver bon là j'ai que 2 versions,
Mais vous avez compris, genre si je suis à la version 50, je peux aller retrouver la version 49, 48, etc. jusqu'à 1, sans souci. Et donc là, on va dire que je vais obsoléter ma page, donc je vais lancer le processus d'obsolescence, donc qui se comporte que de deux étapes cette fois. Donc je vais avoir mon étape set to obsolète, donc je vais signer et approuver cette étape et je vais partir en obsolète. Et donc du coup, quand je suis en obsolète, ma page qui était dans l'espace draft et dans l'espace publish va être supprimée des deux espaces et va se retrouver uniquement dans l'espace obsolète. Mais je vais garder la trace d'abord de l'historique de ma page et ensuite de l'historique des différentes approbations du workflow qu'il y a eu. Donc je perds aucune information à faire ça. Ok. Donc du coup, on va se retrouver maintenant pour une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais avoir le workflow que j'ai présenté et on va s'amuser à créer une page et aller dans le workflow, à créer une deuxième version de cette page, à refaire le workflow. Donc du coup là, je suis dans mon espace draft. Donc dans mon espace draft, j'ai une certaine structure documentaire, donc avec deux chapitres majeurs et quatre chapitres mineurs. Et j'ai ce qu'on appelle une master page. Donc la master page, c'est elle qui va stocker toutes les informations qui vont être qui vont comment dire naviguer à l'intérieur de mon espace dans mon espace draft. Donc je vais avoir l'ID de Confluence de mes pages créées, donc qui est unique. Je vais avoir l'espace dans lequel elle vit, donc j'ai la clé de mon espace, donc comme mon espace s'appelle Webinar Draft, ma clé d'espace est WD. Je vais avoir une nomenclature, donc un ID, qui va être automatiquement créé lors de ma création de page. Donc cet ID là, il est personnalisable. Donc moi, ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que j'ai pris la page parent plus un compteur. Donc ça, c'est modifiable, hein. Donc on a l'ancienne version, nouvelle version. On a le titre de la page et on a la date de publication de la page. Donc voilà. Donc sachant que ma page Miner Chapter 1 001, elle est déjà en obsolète. Donc c'est pour ça qu'elle apparaît dans mon tableau de master page, mais que vous ne l'aviez pas dans l'arborescence de mon espace draft. Évidemment, cette page elle est pas modifiable, enfin, elle est modifiable par personne à part les bots. Donc c'est eux qui vont, comment dire, qui vont à réaliser toutes les automatisations à l'intérieur de Confluence, donc toute la customisation. Donc c'est les bots qui vont réaliser ça. Donc c'est pour ça que eux ils ont la permission de modifier la page master page. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer une page, donc webinar page number one avec un peu de contenu. Donc voilà, donc on va se créer une première page. Donc je l'ai créé en dessous de Miner Chapter 1. Donc ce qui va se passer lors de la création de ma page, c'est que je vais avoir une, euh, deux choses qui vont s'ajouter. Donc tout d'abord, je vais avoir une version qui va s'ajouter en haut de mon contenu. Donc là, je démarre à la version 1.0. Et pour l'instant, pour cet exemple, c'est pas du versionning automatique pour que ce soit un peu plus simple à suivre. Et j'ai la possibilité de rajouter à chaque création de page un template qui va être automatiquement ajouté à la fin de ma page, comment dire, ne peut être, enfin, ne peut être pas visible à l'exportation PDF. Donc ça peut être une certaine procédure donc, qui est mise avec un template en bas de page. Donc ensuite on a les labels automatiquement créés. Donc on a tout d'abord le label de l'ID, donc qui se comporte du nom de ma page parent plus un compteur. Donc comme la page 001 existait déjà, là on passe directement au 002. Et j'ai un label en plus qui est créé qui s'appelle Minor Chapter 1, donc qui reprend juste le nom de ma page parent au-dessus. Donc ça c'est des labels qui sont automatiquement ajoutés à la page et ça va nous être utile quand on va utiliser l'outil de recherche. Donc si jamais on recherche un label, par exemple Minor Chapter 1, je vais automatiquement tomber sur cette page-là.
Donc voilà, donc là je vais modifier ma page une première fois, donc je vais passer en version 1.1, je vais ajouter une ligne de contenu que je vais republier. Donc voilà, et je crois que là je vais partir voir ma master page pour montrer que ma page est apparue dans ma master page, donc avec mon certain ID, donc je suis un mineur chapter 1.0.0.2. Vu que là j'ai fait une modification de ma page, donc mon ancienne version c'était la 1.0, donc on l'a créée, et ma nouvelle version c'est la 1.1. Donc j'ai le titre de ma page, etc. J'ai pas encore de date de publication parce qu'elle n'a pas encore été publiée. Donc là on va lancer le processus d'approbation parce qu'on va dire qu'on est satisfait de notre page. Donc la première étape, il n'y a pas de signature à faire dans le workflow. Par contre à la deuxième étape, on va devoir assigner quelqu'un. Et la personne assignée va devoir venir euh, signer la page. Donc je peux assigner autant de personnes que je veux. Et dans cet exemple-là, si j'assigne deux personnes, les deux personnes doivent signer. Si j'assigne trois personnes, les trois personnes doivent signer. On peut imaginer avoir, par exemple, un groupe qualité qui est composé de cinq personnes, et c'est la première personne qui vient signer la page qui va passer, qui va passer à l'état suivant dans le workflow. C'est entièrement personnalisable, donc je peux mettre les conditions que je veux. Donc là, pour signer, on va devoir mettre son email et un token qui est automatiquement généré sur son portable. Donc ce token-là, c'est pour avoir du MFA, donc du Multifactor Authentication. Donc c'est assez simple, hein. Quand la première fois que vous devez signer quelque chose avec le workflow, vous allez avoir un QR code à scanner, vous le scannez avec votre portable, puis après dans votre application, donc ça peut être Microsoft Authenticator, j'ai plus le nom de celui de Google, je crois que c'est Cloud Identity. Vous avez un code qui est généré automatiquement toutes les 30 secondes, et donc à chaque fois que vous voulez signer, vous allez sur votre portable, vous trouvez votre code et vous le mettez dans le petit token ici. Donc il y a la possibilité de mettre un commentaire ou pas. Donc là, j'en ai mis un, et donc là, j'ai approuvé ma page, et donc je vais me retrouver dans l'état publish. Donc ma page va automatiquement être publiée dans l'espace publish. Donc là, je suis bien dans mon espace draft. Donc j'ai la petite notification comme quoi elle a été publiée. Donc là, j'ai un petit statut qui apparaît, donc qui me dit que ma page, elle est synchronisée dans mon espace draft avec ma page dans l'espace public. Donc c'est-à-dire que les deux pages ont exactement le même contenu. C'est pour ça qu'il y a le petit 5 ici. Ce qui est normal parce que je viens de la publier, donc c'est normal qu'ils aient le même contenu. Donc je peux cliquer sur le petit 5 en haut pour aller voir la version publiée. Donc évidemment, moi comme je suis admin, j'ai le bouton publish ici, mais les utilisateurs lambda n'auront pas le bouton publish ici. Donc là, je suis dans mon espace published. Donc on voit que j'ai la même arborescence que dans mon espace draft. Voilà, je suis bien dans l'espace publish, que la page que j'ai publiée, bah, c'est bien celle avec le bon contenu, la bonne version, les bons labels, et qu'on est bien dans l'espace publish, oui. Et donc du coup, si jamais, je crois que cette page-là, je vais la laisser de côté pour y revenir dans 10 minutes. Enfin, dans 10 minutes, j'ai coupé la vidéo au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, pour voir qu'il y a bien une periodic review qui peut être appliquée à ma page. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une deuxième page, donc qu'on va appeler webinaire page number 2, et qu'on va se créer une deuxième page à l'aide d'un modèle de Confluence. Donc les modèles de Confluence, donc il y en a 85 par défaut, 85 je crois, oui. Et donc c'est ce qui va nous permettre quand je vais cliquer sur un modèle, ça va automatiquement remplir ma page avec tout le contenu de ce modèle. Donc il y en a beaucoup, beaucoup. Donc je crois que je vais choisir le planificateur d'expérience résultat. Donc je clique sur le modèle, et là ça va mettre automatiquement tout le contenu du modèle sur ma page.
Donc voilà. Donc je peux remplir le contenu de la page sans souci juste après. Donc voilà, donc je peux mentionner un utilisateur avec le arrobase, le arrobase. Donc voilà. Donc là, j'ai la liste d'automatisateurs quand je mets le arrobase et quand je mets quelqu'un sur une page, ça lui envoie une notification comme quoi il a été mis sur ma page. Donc là, je vais pas en plus remplir le modèle que ça. Donc je vais tout de suite créer ma page, donc webinar page number 2. Donc encore une fois, il va y avoir la version le un champ en version qui va se mettre tout au-dessus, donc on commence à 1.0 et un template qui est automatiquement rajouté qui va se mettre tout en bas. Et en plus de l'ID et du label automatiquement créé tout à l'heure, j'ai un nouveau label qui s'est mis parce que j'ai utilisé un certain modèle et donc du coup, comme j'ai utilisé ce modèle, j'ai dit dans mon modèle, à chaque fois que j'utilise ce modèle-là, tu me rajoutes un label qui s'appelle Experiment Planning à mes pages. Donc du coup, là, j'ai 3 labels qui sont automatiquement mis directement lors de la création de la page. Donc voilà, donc je crois qu'on va tout de suite aller éditer la page. Voilà, donc là, je vais mettre version 2.0 directement. Donc je vais mettre une nouvelle ligne de contenu. Et donc du coup, je crois qu'on va aller voir la master page encore une fois ensemble pour voir quelle a bien été modifiée ou pas. On va directement rentrer dans le workflow, très bien. Donc du coup, je vais relancer le processus d'approbation. Donc encore une fois, avec la première étape où il n'y a pas besoin de signer, on approuve juste. Donc là, encore une fois, l'étape où je dois signer quelqu'un et cette personne doit venir signer à cette étape-là. Donc avec son mail et son token qui est mis directement sur son portable. Donc il va y avoir ma page qui va être publiée dans l'espace public. Et je crois qu'on va juste après, on va aller créer une version 2.1 de cette page pour voir que la version 2.0 qui est dans l'espace public, elle n'aura pas bougé. Donc voilà, donc je vais voir dans mon espace public, j'ai bien la version 2.0 avec le bon contenu. Si je retourne dans mon espace draft, je crois qu'avant on va faire un petit tour par la master page. Donc voilà avec bon ma nouvelle ligne qui est créée avec l'ancienne version, nouvelle version 1.0, 2.0 et les différentes dates de publication qu'il y a eu sur mes 2 pages. Donc là je suis en jour moi oui pardon jour mois date du jour heure et la time zone, mais je peux modifier à tout moment ce champ-là à votre convenance. Donc du coup là on est reparti dans notre espace Drive, donc on va changer notre page, donc on va passer en version 2.1, on va mettre une nouvelle ligne de contenu, et donc là on va voir que je suis repassé automatiquement en état draft dans mon workflow, que je suis passé en out of 5 ici parce que j'ai pas exactement le même contenu entre mon espace draft et mon espace publish. Là, par contre, dans mon espace publish, je suis toujours en version 2.0 et elle a pas bougé parce que je suis pas repassé par mon workflow, donc par tout mon processus d'approbation. Donc je vais fast forward un tout petit peu parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va republier la page pour passer en version 2.1. Voilà, donc là, je suis passé en version 2.1. Et, euh, et donc du coup, dans mon espace public ici, je suis passé en version 2.1 ici aussi. Et donc je peux voir dans mon historique de page. Donc là, on est dans les versions Confluence. Donc c'est là où il y a un petite, petite nuance à avoir, c'est que les versions Confluence ne sont pas forcément égales aux versions customisées qu'on va mettre dans nos exemples. Donc du coup, j'ai la possibilité par contre de comparer à tout moment les différentes versions, donc entre ma 2.0 et ma 2.1. Donc voilà, donc en vert, c'est ce qui a été rajouté.
En rouge, c'est ce qui est supprimé, et en bleu, c'est ce qui a été modifié avec la mise en forme. Bon, donc là, j'ai pas grand-chose qui a été supprimé, j'ai juste eu de l'ajout avec ma ligne contente de points. Et donc là, si on retourne dans mon espace draft, c'est qu'on veut passer cette page-là en obsolète. Donc là, encore une fois, c'est qu'un exemple. Le processus d'obsolescence, il peut se lancer que quand on est en état public, mais on peut très bien le mettre à tout moment. Donc voilà, donc je passe en processus d'obsolescence. Donc encore une fois, j'ai une signature à mettre. Donc là, on peut voir que j'ai été automatiquement assigné à cette étape-là de mon workflow. Donc on peut dire par exemple que c'est un peu moi, c'est moi qui fais partie du groupe qualité. Il y a que la qualité qui peut mettre en obsolescence une page. Et donc du coup, ça assigne automatiquement toutes les personnes du groupe qualité. Donc dans cet exemple-là, on va dire que la qualité c'est moi. Donc, du coup, là, je suis passé à l'intérieur de mon workflow en état obsolète. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un label obsolète. Et donc du coup, pour que ma page passe en obsolète, j'ai besoin de d'être dans l'état obsolète dans mon workflow, et de 2 d'ajouter ce label obsolète à travers à ma page. Évidemment, ce label obsolète, on peut le restreindre. Donc c'est-à-dire que on peut définir par exemple qu'un certain groupe d'utilisateurs qui peuvent ajouter ce label obsolète. Donc encore une fois, que le groupe qualité qui peut ajouter ce label obsolète. Donc voilà, donc une fois que j'ai ajouté mon label obsolète et que je suis bien dans l'état obsolète dans ma page, donc si j'actualise ma page, donc si j'appuie sur F5, donc je vais partir, hein, je vais voir que je vais être automatiquement dans mon espace obsolète. Donc ma page s'est automatiquement mise dans mon espace obsolète. Que je garde tous mes labels, que je garde le contenu de ma page, et que si je vais voir non pas l'historique de ma page cette fois, mais l'historique de mon workflow, donc je vois que je garde toutes les traces de changement d'état dans mon workflow, de signature dans mon workflow, d'assignement dans mon workflow. Je perds vraiment aucune étape. J'ai toujours tout l'historique. Et évidemment, ma page webinaire, page number 2, elle n'existe plus, et dans mon espace draft et dans mon espace published. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais montrer ici. Oui, voilà. Donc là, on la voit bien plus dans l'arborescence. Et dans ma master page, la nouvelle version, c'est la version obsolète. Donc voilà. Donc là, j'ai cut la vidéo pour avoir ma periodic review qui arrive dans 2 secondes. Donc là, on voit bien que je suis dans l'état public, et que si je réactualise ma page juste hop, 2 secondes après, je vais être automatiquement en état in review. Donc c'est là ma periodic review. Donc voilà, et là je peux relancer, je peux rajouter un reviewer et relancer mon approbation. Et republier ma page. Donc voilà pour la vidéo de démo. Alors du coup, j'ai 2 sondages à vous faire, à vous partager avant de rentrer dans tout ce qui est validation et migration des données du produit, enfin, du produit des données plutôt. Donc tout d'abord, un premier sondage sur quel est votre besoin premier sur les aspects GED. Donc si vous pouviez y répondre. Ok, donc ok, je vois qu'on me répond dans le chatter aussi parce qu'il n'y a pas assez de réponses dans le sondage. Très bien, très bien. Alors je vais
fermer le sondage, le partager avec vous. Donc on voit qu'il y a un besoin sur la documentation de qualité, un besoin sur la signature électronique et du chatter, j'ai reçu le produit, la qualité, la signature électronique, la qualité, la signature électronique et la qualité, le produit. Ok, ok, super. Et du coup, j'ai un hop masqué, j'ai un tout dernier sondage sur quel est votre frein à votre projet de JED. Donc si vous pouviez encore une fois y répondre, s'il vous plaît. Ok, donc là, on voit qu'il y a une grosse dominante dans les réponses, c'est trois ex aequo. Alors, je vais vous le partager tout de suite. Donc, on voit qu'il y a, bah, c'est surtout le temps, le plus gros frein, bah, comme beaucoup de projets, hein. Et ensuite, c'est partagé entre le budget, la validation et les ressources internes. Donc, très bien, très bien, très bien. Hop, je vais masquer le sondage, je retourne au PowerPoint et on va passer à l'aspect validation du produit. Donc, comment valider la gemme? Donc, chez Aden, on possède un pôle qualité. Donc, c'est pas le pôle agilité qui va valider le produit, ne vous inquiétez pas. C'est le pôle qualité. Donc, on va définir vos différents besoins par un cahier des charges. Donc, on va le définir ensemble. On va avoir des développements spécifiques pour répondre à vos besoins qui sont réalisés par ADN. On va avoir toute une partie de qualification opérationnelle donc avec des tests en plateforme afin de valider que l'application réponde bien à vos différentes demandes. Donc avoir différents tests de queue avec tous les besoins que nous avez spécifiés dans le cahier des charges, que soit on va écrire et réaliser, enfin écrire et tester, soit qu'on va juste écrire et qu'on va vous laisser tester. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc ensuite, on a différentes formations utilisateurs proposées. Qui va de la formation la plus simple à comment utiliser Confluence, à la formation la plus compliquée, donc comment être administrateur sur Confluence. Et enfin, on a la livraison sur votre machine, donc c'est plus vraiment vos machines, mais c'est sur votre environnement cloud actuellement. Donc on peut livrer après validation sur un environnement de test. On peut livrer directement sur votre environnement de production. Euh, donc, pour un peu plus détailler la validation, donc on a, bon, je suis pas expert dans ce domaine-là, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment, on va vraiment aller à travers un cahier des charges, donc écrire des URL SFS, faire une matrice de traçabilité entre ces différentes URL SFS, tester toutes les fonctionnalités, enfin toutes les FS avec les différentes queues, donc les Operation Qualification, donc à travers différents tests. euh, qu'on va signer, etc. Donc vraiment une procédure classique, si je puis me permettre, de validation. Par contre, pour l'aspect migration, donc là, je vais pouvoir vous en dire un peu plus et un peu plus détaillé. Donc, il y a une migration possible de vos données. Donc, depuis votre ancien outil vers Confluence, donc ça peut être un ancien outil, donc par exemple un serveur Windows, ça peut être un Google Drive, un SharePoint, pas vraiment de contraintes. Et donc du coup, il y a la possibilité d'avoir une migration automatique, enfin automatisée. Euh, pour faire cette migration automatisée,
Donc, on va avoir besoin de différentes informations. Donc, ça va dépendre du volume de documents, bien évidemment, du type de document. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez que des documents du pack office qui sont, comment dire, euh, avec un contenu assez robuste, qui va pas changer, qui va pas changer tous les 5 documents. Euh, Est-ce que vous avez des fichiers Excel avec beaucoup de formules calculées? Donc, c'est-à-dire que tant que c'est des formules simples, on y arrive à peu près à le faire automatiquement. Mais dès que ça commence à être des formules compliquées ou qu'il y ait des macros, là, la migration automatisée, elle est pas possible. Donc, lorsqu'on va migrer vos différentes données, donc on va avoir une vérification tout d'abord du nombre de données migrées. Donc, si jamais il y a 700 documents en entrée, il faut qu'il y en ait 700 en sortie. Et on va vérifier l'intégrité des données migrées. Donc, c'est-à-dire que avant de migrer les données, donc on va venir calculer l'empreinte numérique de vos documents. Donc, l'empreinte numérique, c'est un peu comme euh, comme un code barre d'un produit, donc qui est unique et qui est pas modifiable, donc qui est pas altérable. Et on va venir calculer cette empreinte numérique avant la migration, donc avant la migration, et on va venir la calculer après la migration. Et si jamais les deux empreintes numériques sont parfaitement égales, on considère que la migration s'est bien passée. Euh, donc il y a différentes stratégies de migration qui peuvent être adoptées. Donc ces stratégies de migration, elles dépendent du volume de documents, des types de documents que vous avez. Donc avec Confluence, on est capable d'importer les docx, donc tous les types de documents Word directement en tant que page. Donc c'est-à-dire que le document Word va se transformer en page. Donc lorsqu'on fait ça, on va pas venir vérifier les empreintes numériques, mais on va venir vérifier que le contenu du document Word est similaire au contenu de la page qui va être créée. Et si jamais vous avez d'autres types de documents, donc par exemple, je sais pas, des documents MATLAB, Excel, PowerPoint, euh, images, on va venir les mettre, on va venir les migrer en tant que pièce jointe accompagnant une page. Et donc c'est là où on va utiliser les empreintes numériques. Donc c'est quand on va on va migrer les documents en les attachant en tant que pièce jointe de pages qui vont être sur Confluence. Donc la stratégie de migration, encore une fois, on peut reprendre à la version où vous en étiez avant de partir sur Confluence. Donc, par exemple, si vous en étiez à la version 15, on peut faire en sorte de repartir directement de la version 15 sur Confluence. On peut reprendre les différentes ID qui étaient déjà données à vos différents documents. Euh, on peut euh, version ID. On peut, oui, migrer les différents templates que vous avez déjà sur votre ancien système directement en tant que template Confluence. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités de migration possibles, mais ces possibilités, ça va vraiment dépendre de votre besoin, de ce que vous avez actuellement. Et donc, il n'y a pas de réponse universelle avant de savoir ce que vous avez dans votre système pour la stratégie de migration. Mais encore une fois, ça va dépendre du volume et du type de document que vous avez. Donc concernant l'offre, l'offre spéciale GN, donc ADN va venir faire une personnalisation de Confluence. Donc la personnalisation de Confluence, c'est la GED en elle-même. Donc on va pouvoir venir valider votre outil. On va pouvoir faire une migration de vos différentes données et on propose le maintien en condition opérationnelle. Donc évidemment, on peut juste venir prendre le premier bug, donc juste venir personnaliser Confluence, ou on peut juste venir personnaliser Confluence et valider sans migration, ou on peut juste personnaliser et migrer sans validation. On peut prendre les 4 blocs à part. Et enfin, en termes de coût, donc Confluence marche par licence. Donc
En termes de licences à acheter à minima, enfin à avoir à minima, donc il y a tout d'abord la licence Confluence, donc qui est de 5 dollars par mois par utilisateur. On a la licence de Komala Document Management et Komala Publishing, donc qui est de 1,55 dollars par mois et par utilisateur. Donc Komala, c'est tout ce qui va être workflow, donc la personnalisation du workflow et le paramétrage du workflow, et le fait de pouvoir publier dans un espace public. Et enfin, on a ScriptRunner qui est de 2,5 dollars par mois et par utilisateur. Donc ScriptRunner, c'est ce qui va nous permettre de faire toute la customisation, donc ça va être du code, en gros, donc qui va nous permettre de tout customiser sur Confluence à travers les différentes automatisations. Et Confluence a besoin de ça à minima pour marcher en tant que GED. Et donc ce prix de licence, ça revient à 9,05 dollars par mois par utilisateur. Et donc pour 10 utilisateurs, ça fait du 90 dollars. Pour 30, ça fait du 271 dollars. Et pour 100, ça fait du 905 dollars par mois. Euh, c'est assez peu cher comparé à des jets traditionnels. Donc voilà pour le prix des licences à minima. Donc sachant que on peut, suivant les besoins, venir rajouter des plugins en plus. Mais les plugins qu'on viendra rajouter en plus, j'ai pas d'idée de plugin là tout de suite en tête qui coûte plus d'1 dollar par mois par utilisateur. Non, j'en ai pas. De toute façon, le plugin le plus cher d'Atlassian, c'est ScriptRunner et il est déjà compris dans l'offre. Donc, il y aura pas de plugins normalement qui seront plus chers que, euh, que ce prix-là. Et oui, parce que je sais qu'on va me poser la question, un plugin, c'est forcément en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre Confluence. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 50 utilisateurs sur votre Confluence, vous pouvez pas acheter un plugin seulement pour 5 utilisateurs. C'est forcément pour le nombre total d'utilisateurs. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'abord à me les poser ici ou à me contacter par mail ou à contacter Gaël Caron qui est le chef du pôle agilité ou Philippe Baron qui est le chef de l'entreprise ADN.